moi, je vais parler en français, contrairement à Romain. Donc, je m'appelle Evelina Lupnik, je suis chercheuse holistique dans l'équipe ACT. Et je vais vous présenter une approche d'ajustement de faisceaux que nous avons développée qui s'apprête très bien au grand jeu de données. Donc, voilà, ça marche très bien. Donc là, vous voyez en une slide ce qu'on vise à faire. Nous commençons avec des positions de caméras approchées qui donnent une structure en 3D floue pour ces cas du bâtiment ou pour les cas d'une structure où vous voyez que la tête, en fait, elle est multipliée plusieurs fois, il y a un clock. Donc on commence avec ces résultats, disons, mauvais, et à travers des itérations de notre algorithme, on vise à affiner, bouger les caméras afin d'améliorer la 3D. Donc, c'est ajustement de faisceaux, on fait les deux choses, le raffinement des caméras et de la 3D devant la caméra. Et ça intervient dans plein d'applications, SFM, SLAM. On a entendu parler d'estimation de pose plusieurs fois aujourd'hui. Aussi pour Mohamed, c'est très important quand il fait ses appariements entre les images que c'est important de s'assurer que le poids correspondant entre deux images se trouve sur les mêmes lignes. Donc, c'est grâce à ajustement de faisceaux qu'on peut les garantir. Donc, concrètement, ajustement de faisceaux, c'est un problème de minimisation des moindres carrés ou nos hausses, nos features, donc c'est le shift par exemple, et projection, c'est la fonction qui prédit la position d'un poids 3D dans l'image. Donc, ce qu'on minimise, en fait, c'est nos observations et la prédiction de nos observations. La prédiction vient des paramètres de nos caméras. Okay. Donc, ça, c'est assez classique. Le problème avec cette fonction, c'est qu'elle devient très coûteuse. Elle devient très coûteuse en augmentant le nombre d'images et le nombre de poids. Okay. Donc, il y a beaucoup de recherches dans la littérature qui essayent de réduire, alléger ces problèmes, alléger la résolution de ces systèmes d'équations. Donc, une approche classique, c'est de faire le complément de Schur, savoir que ce grand système d'équations est regroupé, il y a un remaniement à l'intérieur qui regroupe les inconnus dans une petite groupe des inconnus qui correspond aux caméras et un grand groupe qui correspond au poids 3D, sachant que ce qui nous intéresse, c'est le poids des caméras, donc on les inverse dans un premier temps. Ensuite, il y a un groupe d'approches qui divise un grand problème, donc un grand chantier d'images en sous-problèmes. Ensuite, il traite ces sous-problèmes indépendamment, donc il y a un gain en temps de calcul, et à la fin, on merge la solution pour avoir une solution complète. Ça peut être aussi fait de manière différente par la méthode de distribution. Et plutôt que diviser des problèmes en plusieurs et les traiter indépendamment, on met tout dans un grand système d'équations et on résout ces grands systèmes d'équations avec des façons distribuées. Et bien, ce qui nous intéresse et ce qui est très important pour comprendre la suite de la présentation, c'est la méthode qu'on appelle en anglais Global Motion Averaging. Je ne sais pas comment ça s'est traduit même en français. Et ces approches sont très intéressantes parce qu'elles s'affranchissent deux points complètement. Donc, ce qui est minimisé, donc cette fonction-là n'est plus utilisée. On n'utilise que les contraintes des caméras. Donc, on a nos images. On calcule les relations relatives entre les caméras, orientation relative entre deux ou trois images. Voilà. Et donc, ce qu'on essaye d'affiner, c'est ces relations. Donc, on diminue le nombre d'inconnus. Ça, c'est l'avantage. Il y a certains problèmes avec ces méthodes, c'est qu'on diminue aussi l'observabilité. Donc, nous savons qu'en photogrammétrie, en augmentant le nombre de points, en augmentant le nombre d'observations, on réduit les bruits, on fiabilise la solution. Alors qu'ici, nous avons une observation de 2 ou maximum 3. Donc, il y a un certain nombre d'outliers qu'il faut gérer dans ces calculs. Donc, dans ce travail, nous nous focalisons sur ce dernier groupe de méthodes. Et ce qu'on essaye de faire, c'est améliorer la précision de ces méthodes tout en gardant l'efficacité du calcul. Okay. Et il y a une idée clé. Nous avons dit que quand dans un premier temps, dans la méthode de Global Motion Averaging, quand on calcule les relations relatives entre les caméras, systématiquement, on calcule aussi un ajustement de faisceau au sein d'un triplet ou paire d'images, avec la fonction de minimisation qui est classique, qui utilise les points.
Et ça, ce n'est pas coûteux parce qu'on est toujours avec 2 ou 3 images. Donc, c'est un système d'équation n'est pas difficile. Donc, on a cette information et donc on lance l'ajustement de faisceaux locaux, et ces ajustements produisent des matrices qui sont très riches en informations. Les hessiennes, on appelle ça aussi les équations normales, qui transmettent l'information sur la précision de nos observations dans un premier temps, c'est-à-dire de nos passifs, par exemple. Et ça transfère aussi l'information sur les corrélations entre nos paramètres des caméras et sur l'incertitude de ces paramètres. Donc, l'état de l'art n'utilise pas du tout ou oublie ces matrices, alors que nous pensons que, comme il y a tellement d'informations, on souhaite le réutiliser dans l'ajustement global avec toutes les images. En 4 points, le déroulement de la méthode. Donc, dans un premier temps, on calcule en parallèle plein d'orientations relatives. Ici, entre 3 images, parce que c'est plus fiable d'en avoir 3 que 2, et c'est facile d'en avoir 3, en fait. Et ici, 3 mouvements, bon, il y en a beaucoup plus, bien évidemment. Donc, on calcule ça avec des méthodes directes, comme matrice essentielle, tenseur trifocal, etc. Ensuite, de façon systématique, rien de nouveau, on lance un ajustement de faisceau en utilisant toujours la même fonction de minimisation qui est définie en fonction des résidus. Okay. Donc ensuite, quand on linéarise cette équation et on développe en carré, on a cette forme quadratique que vous connaissez de moins carré qu'on minimise. Et c'est la matrice H, donc c'est la transposée des jacobiennes fois la jacobienne qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est la matrice qui contient cette information concernant la variance et covariance de nos caméras. En fait, c'est l'inverse de cette matrice qui contient ces éléments. Donc, on garde cette matrice, hein, on va l'utiliser plus tard. Juste, sachez qu'elle est là. Ah, en détail, donc, cette matrice, elle contient, c'est une grande matrice au départ, parce qu'elle ne contient pas que les paramètres des caméras, mais aussi les poids 3D, tous nos inconnus en fait. Donc pour extraire juste les paramètres qui nous intéressent, à savoir les paramètres des caméras, on applique le complément de Shor. Donc cette matrice devient soit 12 fois 12 par 18 pour le mouvement de 2 images à 3 images. Maintenant, dans notre algorithme, on fait l'hypothèse que la solution initiale, elle est donnée, mais ce n'est pas très inattendu. Hein. Les solutions initiales, on peut assez facilement calculer avec spanning tree, comme Charles disait pendant sa présentation du poster. En tout cas, on connaît la solution initiale absolue, donc on connaît la solution relative. Ce qu'il y ait les deux, c'est une transformation de ces paramètres, okay, avec lambda pour l'échelle, alpha pour la rotation et bêta pour la translation. Maintenant, si on veut passer de cette solution initiale vers la solution relative, on voit que ça ne tombe pas exactement là où nos observations sont. Donc, il y a un décalage entre les poses prédites et les poses qui avaient été calculées dans un premier temps. Donc, ce que les méthodes de l'état de l'art font pour combler cela, pour rendre le résultat plus cohérent, ils minimisent juste les différences, comme c'est écrit ici. Hein, c'est moins carré sur les différences sur les poses. Mais les problèmes avec cette formulation, c'est que tous les mouvements relatifs sont considérés de la même manière, alors qu'en photogrammétrie, on sait par exemple que si une caméra a un longue focale, les petits mouvements en 3D vont avoir un impact énorme sur l'estimation des poses. Donc, cette information n'est pas du tout prise en compte dans ces cas. Ou si on a 2 caméras avec son perspective très près, on sait très bien que cette estimation des poses ne va pas avoir une grande précision non plus. Donc nous, nos hessiennes, on revient à notre formulation, à notre équation quadratique d'ajustement locaux. Donc on a delta x fois la hessienne fois la delta x. Et ce qu'on fait pour transposer, pour propager notre information globale dans ce système local, simplement on remplace nos paramètres relatifs en utilisant la prédiction de système absolu vers le système relatif. Okay. Donc c'est la seule chose qu'on fait. Ça, c'est les observations qu'on avait calculées dans un premier temps, et ça c'est le système relatif.
Donc on accumule ça pour tous nos mouvements, toutes nos orientations relatives. On accumule ça dans un grand système d'équation. On obtient les caméras qui sont bien raffinées et la structure aussi bien prononcée. Expérimentation. Donc on avait fait des expérimentations en utilisant le jeu de données de photogrammétrie et de vision par ordinateur. Là, je pense que j'ai 2 minutes, donc je vais me concentrer sur le jeu de données de photogrammétrie. Et la première, c'est un vol IJN avec la caméra Ultra Cam Osprey, si je me souviens bien. En dessous, vous voyez le graphe de connectivité. En fait, c'est le graphe, caméra view graph. Ça veut dire que pour un arrêt, il y a une orientation relative entre 2 images. Et peut-être je vais présenter le dernier exemple qui est aussi très parlant, à savoir une acquisition qui forme une boucle autour d'une statue dans le château de Champmarne, juste à côté. Donc si on regarde les premiers résultats, pour déjà, quelle métrique qu'on utilise pour évaluer les résultats, on regarde les erreurs de reprojection parce que c'est effectivement ce qu'on minimise. Ce serait idéal d'utiliser plutôt le GCP ou avoir une vraie vérité. Pour l'instant, on ne l'a pas, donc on se concentre sur les comparaisons des erreurs de reprojection. Sigma init correspond aux erreurs au départ. Okay? Sigma final, c'est après l'ajustement. On se compare par rapport aux méthodes SFM classiques, hein, donc Micmac, méthode incrémentale, donc OpenMVG, méthode globale, et ensuite les méthodes qui sont plus légères, une méthode 5 points que je ne détaille pas ici parce qu'on n'a pas le temps. C'est aussi une méthode que nous avons développée en 2020, qui est très légère. Hours, c'est la méthode que je suis en train de présenter, et Avers, c'est la méthode de l'état de l'art, de Motion Global Averaging. Et vous voyez que nous obtenons les mêmes résultats que les méthodes de référence de SFM, tout en diminuant le nombre de paramètres. Hein. Donc on a vachement réduit le nombre de paramètres. Voilà. Donc là, je passe parce qu'on n'a pas le temps. Et dernier exemple, ici, cette forme d'acquisition nous permet de regarder la dérive des trajectoires. Donc pendant les tests, en fait, nos algorithmes ne savent pas que le début se chevauche avec la fin. Okay? Alors que pendant l'évaluation, on regarde qu'est-ce qui se passe ici. Et si la dérive n'existait pas, ben, les erreurs de reprojection étaient zéro. Alors que s'il y a une dérive, on verra les erreurs plus importantes. Et encore une fois, notre méthode donne des résultats qui sont pas autant bien que la référence Micmac. Ça c'est Micmac sans la boucle, hein, donc sans savoir qu'il y a un chevauchement. Et la référence en fait inclut la boucle, donc il n'y a pas de dérive a priori dans cette trajectoire. Et les mauvais paramètres, vous voyez, c'est assez parlant. Pour finir, nous avons développé une méthode d'ajustement de faisceau qui exclut la participation de poids. Donc elle s'adapte bien au grand jeu de données. Elle est beaucoup plus efficace en termes de temps de calcul. On pense que en fait, c'est une variation de la méthode de Global Motion Averaging, mais on a transformé vers une solution optimale plutôt qu'une solution initiale. Et les résultats que je vous ai présentés concernent l'ajustement de faisceau à la fin de SFM, alors que cet algorithme peut être également intégré en tant qu'une brique de n'importe quel SFM, dans la construction de la solution globale. Bon, ça c'est la méthode de 5 points.